En outre, mon enfance et mon adolescence ont été façonnées par les valeurs et principes enseignés par le labeur de la terre. La bonne fortune m'a fait naître d'un père qui travaillait dans la compagnie ivoirienne pour le développement du textile, CIDT. Anciennement, CFDT, c'est-à-dire la compagnie française pour le développement du textile, dont le cœur d'activité, vous imaginez bien, était le monde rural. Mon goût pour l'agriculture s'est aiguisé au fil de ces années de service de mon père et de ses lieux d'affectation. Ainsi, une fois dans la vie active, je n'ai pas hésité à créer moi-même mes propres plantations. Aussi, convient-il de rappeler que durant mes 5 années en tant que Premier ministre, j'ai toujours accordé une grande importance aux problématiques du monde agricole. C'est au cours de cette période que les réformes des secteurs du café-cacao en 2008, du coton et de l'anacarde furent une œuvre conjointe entre le président Laurent Gbagbo et moi-même en relation avec la Banque mondiale et le FMI. À la suite, nous avons obtenu le point d'achèvement de l'initiative des pays pauvres très endettés, PPTE. Ces réformes, bien que difficiles dans leur mise en œuvre à l'époque, constituent un réel motif de satisfaction en ce qu'elles continuent d'avoir un impact positif durable sur le quotidien de nos compatriotes. Toutefois, il est affligeant de constater que ce bel héritage est aujourd'hui dilapidé sans retenue. Face aux tentatives de révisionnisme et aux discours stériles de certains, nous devons rester fermes dans nos convictions et défendre les acquis de nos actions. Permettez-moi donc de saisir cette opportunité pour lever un point de voile sur ma vision et celle de GPS de ce que devra représenter le secteur agricole pour notre pays dans les années à venir. Ivoiriennes, Ivoiriens, chers camarades de génération et peuple solidaire, aucun individu, aucune famille, aucune société, aucune nation en ce monde ne peut se considérer véritablement libre et souveraine si elle est incapable de produire les denrées nécessaires pour satisfaire ses propres besoins de consommation. Ventre affamé n'a point d'oreille, dit-on. Interrogez-vous sur l'origine de ce que vous consommez et vous saurez dans quelle mesure vous êtes maître de votre destin. Il va sans dire que l'indépendance économique réelle commence par la maîtrise du contenu de nos assiettes, d'où l'importance de l'agriculture qui se définit comme la culture du sol, l'ensemble des travaux transformant le milieu naturel pour la production des végétaux et des animaux utiles à l'homme. Cette définition me paraît fort appropriée. En cultivant la terre et en transformant utilement le monde animal, l'humain se distingue du monde végétal et du monde minéral comme un créateur de civilisation. L'agriculture est donc essentielle en tant que fondement de la souveraineté alimentaire, puisqu'un pays sans autosuffisance alimentaire est condamné à importer ses denrées de base, à dépendre de l'extérieur et bien souvent à s'endetter sans cesse pour subvenir à ses besoins primaires. D'où la nécessité de définir des politiques audacieuses visant à garantir la satisfaction des besoins alimentaires. Mesdames et messieurs, chaque fois que j'ai voyagé à travers le monde, dans les grands pays industriels occidentaux ou asiatiques, j'ai été frappé par l'étendue des espaces agricoles et la diversité de leur production nationale. Comme s'ils avaient intégré, compris, le fait qu'on ne peut véritablement être une grande puissance mondiale en continuant à souffrir de faim ou à dépendre de la nourriture venue d'ailleurs.
Vous comprenez donc pourquoi l'agriculture doit être l'un des piliers de l'éducation citoyenne dans toute nation souveraine. Il s'avère nécessaire de s'interroger, du reste, sur les raisons qui ont amené les humains à créer l'agriculture. Eh bien, c'est bien simplement parce que la nature ne peut spontanément répondre à tous nos besoins. Quand nous avons faim, soif, froid, chaud ou mal, la nature ne nous apporte pas toujours immédiatement une réponse. Dans la nature, l'homme fait face à la rareté, à l'hostilité des éléments. Il ne suffit pas qu'il y ait de la terre, de l'eau, de l'air ou du feu pour que l'homme soit heureux. Il doit cultiver la terre pour faire germer des plantes nutritives et élever des animaux pour assurer ses besoins. De ce fait, l'agriculture conditionne la survie de l'humanité, surtout à mesure que sa population augmente à travers les siècles et les millénaires, accroissant la pression de la demande alimentaire sur l'écosystème terrestre. C'est ainsi que l'humanité est passée des sociétés de chasseurs, cueilleurs nomades de la préhistoire aux sociétés agricoles sédentaires de l'histoire. L'humanité est progressivement sortie de l'agriculture traditionnelle où le corps humain, les animaux de labour et les outils jouaient un rôle primordial pour entrer de nos jours dans l'agriculture moderne où les machines, les robots et les modifications génétiques des plantes jouent un rôle croissant. Ce passage d'une économie de subsistance à une économie agricole a marqué le début de la civilisation humaine telle que nous la connaissons aujourd'hui. Généralement, mesdames et messieurs, on distingue l'agriculture traditionnelle de subsistance, dédiée à la satisfaction limitée des petits groupes humains, l'agriculture moderne, extensive ou intensive, qui améliore sans cesse la productivité pour participer à la compétition industrielle mondiale, l'agriculture biologique ou durable, qui privilégie une production respectueuse des équilibres écologiques. Enfin, l'agriculture urbaine, qui insère la production végétale et animale dans les interstices des villes grâce à des innovations artificielles et des adaptations naturelles. Chers membres de la COC, la situation agricole de l'Afrique est extrêmement contrastée. C'est un continent doté de la plus grande réserve de terres cultivables au monde, mais qui continue, hélas, d'alterner entre agriculture traditionnelle et importation massive de ressources alimentaires d'Europe, d'Amérique et d'Asie. Des centaines de millions d'Africains vivent encore de l'agriculture traditionnelle quand d'autres travaillent dans l'agriculture industrielle de rente. Pourtant, le continent reste sous la menace de la faim. Les denrées alimentaires de base coûtent trop cher et les paniers des ménagères rentrent trop souvent vides à la maison. Qu'est-ce qui explique donc ce scandale agricole africain? La réponse se trouve dans notre histoire. Avant les conquêtes arabo-musulmanes et occidentales, avant la colonisation et le néocolonialisme, les sociétés africaines pratiquaient une agriculture centrée sur les cultures vivrières et à raison, à savoir tubercules, sorgho, mil, étaient cultivés et animaux de cheptel étaient élevés pour répondre aux besoins des familles, des clans, des royaumes et des empires. Nous étions, à vrai dire, simplement en paix. Lorsque les puissances coloniales ont découvert la richesse de nos sols, elles les ont sondés, puis décidé d'en faire de vastes champs au service de leurs industries. Et ce, en expropriant nos ancêtres et en les soumettant aux travaux forcés. Comme tous les autres pays africains qui ont connu la colonisation française, anglaise, portugaise, espagnole ou allemande, la Côte d'Ivoire n'échappe pas
à cette vocation agricole première de toute économie en ce monde. La colonisation française en Côte d'Ivoire a introduit et développé des cultures spécifiques pour répondre aux besoins économiques de la métropole, faisant de l'agriculture ivoirienne une agriculture extravertie. Cacao, café, coton, EVA, palmier à huile, banane, canne à sucre, riz, tabac, arachide, etc. sont des cultures souvent importées d'Amérique ou d'Asie et qui ont été massivement implantées au détriment de nos cultures vivrières. C'est un constat. Ce n'est pas une critique. Il est évident que les autorités coloniales françaises ont sélectionné des cultures présentant un fort potentiel économique pour l'exportation afin de fournir des matières premières aux industries françaises et de générer des revenus pour la colonie. Les critères de sélection incluaient, d'une part, la demande industrielle en France, les produits comme le coton pour le textile, l'arachide pour l'huile et le caoutchouc pour diverses applications industrielles étaient très recherchés. D'autre part, les avantages du climat ivoirien, parce qu'il était avantageux. Le climat tropical de la Côte d'Ivoire était propice à la culture du cacao, du café, de l'EVA et du palmier à huile. Enfin, le potentiel de rentabilité. Ces cultures de rente offraient des perspectives lucratives tant pour les colons que pour l'administration coloniale. Mesdames et messieurs, vous vous demandez peut-être avec étonnement pourquoi ce long voyage à travers l'histoire de l'humanité, l'histoire de l'agriculture. Eh bien, tout simplement parce que pour prétendre apporter des solutions aux problématiques de l'agriculture ivoirienne, il est nécessaire de s'en référer aux racines et à l'origine de celle-ci. Malgré les ambitions affichées par divers gouvernements, l'agriculture ivoirienne reste freinée par une industrialisation quasi inexistante, une dépendance excessive aux cultures de rente et une modernisation insuffisante. En 2005, 65 ans après notre indépendance, la Côte d'Ivoire n'est toujours pas autosuffisante sur le plan alimentaire. Nous dépendons encore, hélas, des importations pour nourrir nos populations. Chers militants de GPS, cette situation défavorable, voire inquiétante, n'est cependant pas irréversible. Si j'aspire à gouverner la Côte d'Ivoire, c'est justement pour changer de fond en comble cet état de fait et pour porter réparation. Et pendant mes 2 années d'exil, j'ai bûché, j'ai planché et j'ai travaillé sur mon projet de société et de programme, notamment en ce qui concerne le volet relatif à l'agriculture, par ambition, mais surtout par passion. J'ai passé en revue chacune des mesures que nous allons mettre en œuvre une fois au pouvoir pour réorganiser et réorienter la problématique de notre agriculture afin de résoudre définitivement la question de notre autosuffisance alimentaire à l'instar des grandes puissances mondiales. Comment allons-nous changer notre agriculture? Nous y sommes. En produisant mieux, en produisant davantage et en produisant dans la diversité. D'abord, produire mieux, c'est mécaniser là où cela est nécessaire et privilégier des méthodes traditionnelles là où cela s'impose. C'est améliorer le rendement de nos sols et de nos cheptels en maîtrisant mieux les paramètres scientifiquement éprouvés. C'est offrir de nouvelles possibilités de formation et d'emploi à nos femmes, d'emploi à nos jeunes, aujourd'hui livrés au désœuvrement et au désespoir. Ensuite, produire davantage, c'est se donner les moyens de ne plus laisser le manque dicter des prix exorbitants uniquement parce que nous dépendons d'autrui
pour